Alors là, c'est une vision, je vais vous donner donc une vision d'une étude économique dans laquelle on met comme objectif, on a un prix du carbone et on regarde ce que l'on fait selon la valeur du prix du carbone et selon les secteurs, parce qu'on est amené à faire. Naturellement, il y a ces études évidemment trop statiques. Je vais vous donner l'exemple d'une étude dynamique, de celle qui est aussi une étude de calcul économique partiel, que je ne vais pas commenter non plus au fond, parce qu'il me faudra au moins une demi-heure pour le faire, hein, mais ça vous donne l'évolution du secteur de l'électricité jusqu'à 2100, sous diverses hypothèses. Hein. La première, c'est que c'est business as usual, vous ne faites rien et vous n'avez pas de nucléaire. La deuxième hypothèse, scénario 2, 3 et 4, c'est stabiliser les concentrations en CO2 à 550 parties par million en volume en 2100. Donc c'est un scénario électrique qui est compatible avec cette idée. Hein. Je ne vais pas entrer tout à fait dans le détail. Et vous le faites dans le scénario 2 sans nucléaire, dans le scénario 3 avec le nucléaire sans relais, dans le scénario 4 avec le nucléaire avec relais sur générateur. Et vous regardez, compte tenu de ça, compte tenu donc des objectifs qui sont fixés, soit il n'y a pas d'objectif du tout, soit il y a des objectifs à 2100 qui sont fixés, vous regardez quel est, d'après le calcul économique, quelle est la séquence d'investissement qui vous donne le coût minimum, alors c'est le coût actualisé, parce que, etc., et qui vous donne donc le développement de l'électricité sur un siècle, qui est optimal au sens de l'étude qui est menée ici, compte tenu des objectifs qui sont assignés qui apparaissent ici. Alors vous voyez que par exemple, dans la partie 4, on pourrait le commenter longuement, hein, vous voyez que dans la partie 4, la part du nucléaire en 2100 est importante quand il y a le surgénérateur, elle est plus faible quand il n'y a pas de surgénérateur. Et ceci est soi-disant optimal au sens des coûts. Je ne vais pas du tout la faire, mais enfin, si vous souhaitez lire cette étude, qui est une excellente étude à mon avis, qui était M. Chakraborty, Magnier et Moreau, elle est parue dans le journal of Public Economics Theory en 2012. Donc ça, c'est un exemple d'étude. Alors, c'est pas une étude coût-avantage, c'est vraiment une étude, on a des objectifs et on essaie de trouver comment réaliser ces objectifs au minimum de coûts. Et pour ça, on combine les diverses technologies existantes. Alors, on a quand même une idée du coût qui est... c'est quelque chose qui... Pour chacune de pour les scénarios 2, 3 et 4, il y a le prix fictif de la tonne de carbone implicite, en 2100, implicite aux choix qui sont faits. Donc, ça va de 500 €, 300 €, 275 €. Évidemment, les coûts... les coûts des solutions sont corrélés inversement à ces chiffres. C'est le coût fictif du carbone qui permet de faire ceci. Donc ça c'est un peu un exemple. Alors, en principe, le calcul économique des politiques climatiques, c'est beaucoup plus que ça. Le calcul économique des politiques climatiques, c'est vous regardez tous les coûts des politiques climatiques, c'est-à-dire les coûts, c'est les investissements qu'on doit faire. Et puis vous regardez tous les avantages, c'est la nocivité de ce qu'on évite. Alors évidemment, il y a de nombreux chapitres, et ce calcul économique global a été fait dans le rapport Stern, le Stern Report, qui est connu, et dont le succès tient assez largement au fait qu'il a fait ce calcul économique et qu'il a mis des chiffres dessus. Et je vais vous montrer, par exemple, le genre de graphique que vous trouvez dans le rapport Stern. Ici, vous avez l'accroissement des températures en 2100. Alors cet accroissement est une variable aléatoire pour des scénarios d'émissions qui sont associés à des objectifs de concentration en CO2 équivalent en 2100. Et donc, les aléas reflètent le fait qu'à un scénario d'émission donnée, on ne sait pas exactement de combien sera l'accroissement de la température globale sur la Terre. J'y reviendrai. C'est une dimension importante pour le calcul économique, évidemment. Et vous voyez un peu les chapitres du rapport Stern qui vous disent ce qui se passe sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'eau, l'alimentation en eau, les précipitations, sur le plan des écosystèmes, sur les événements extrêmes, etc.
et qui vous donne ça selon l'accroissement moyen de température sur la Terre, qui vous décrit ce qu'il fait ici. Alors il ne se contente pas de faire ça, hein, il fait également, il essaie d'évaluer les dommages associés à ces événements. Et pour ça, évidemment, il faut faire des hypothèses qui sont héroïques, mais qui sont faites de façon assez honnête, hein, qui vous disent comment varient les dégâts, par exemple, dans le chapitre eau, en fonction de la température. Alors, ça peut être exponentiel, ça peut être quadratique, ça peut être, etc. Donc, toutes ces hypothèses sont discutées longuement et permettent d'avoir une valorisation monétaire des dommages associés à chacun des scénarios jusqu'en 2100. C'est beaucoup de travail, hein, évidemment. C'est pas, donc, je vous donne les ingrédients, l'analyse des coûts, la monétarisation des dommages évités. Je vous donne ce qu'il y avait vraiment dans le rapport Stern, qui est l'exemple du calcul économique global qui est fait ici. Et je dis que, évidemment, une des questions importantes, c'est que les coûts sont assez proches et les dommages sont assez lointains. En tout cas, ça croise beaucoup avec l'horizon. Hein. Et ça pose des questions sur le taux d'actualisation. Alors, je sais que la plupart d'entre vous ne sont pas économistes, mais il y en a un certain nombre. Ouais. Et les questions sur le taux d'actualisation ne sont pas nouvelles. Hein. C'était au centre des débats qu'il y avait dans les années 70 sur les choix d'investissement autour du commissaire du plan. Deuxièmement, les dommages sont extrêmement aléatoires. Il y a beaucoup d'aléas sur les dommages, c'est aussi une difficulté, etc. Alors, je vais vous dire un mot du débat sur le taux d'actualisation. Alors, c'est un petit peu technique, hein, c'est ce que j'avais expliqué l'an dernier au colloque d'ouverture du Collège de France, et les gens m'avaient dit que ça valait la peine. Alors, je ne sais pas, je vais donc recommencer. Alors, calcul économique et préservation du long terme sont-ils compatibles? C'est la première remarque qu'on peut se faire, parce que le calcul économique écrase l'avenir. Si vous prenez un euro aujourd'hui pour qu'il soit rentable, et vous regardez combien il doit donner dans 100 ans pour qu'il soit rentable, un euro aujourd'hui doit donner 14 000 dans 100 ans. Sinon, la dépense n'est pas rentable. Alors 10%, on n'a jamais utilisé vraiment du tout 10%, mais dans ma jeunesse, on utilisait 8% pour le plan annonçait 8%. Alors avec 7%, si vous dépensez 1 euro aujourd'hui, il faut quand même avoir 30 euros demain et 860 dans 100 ans. 5%, il faut 130 dans 100 ans, naturellement 17 000 dans 200 ans. Et avec 2%, ça devient plus raisonnable. Donc vous voyez que le choix du taux d'actualisation dans le problème climatique va avoir des effets considérables sur l'idée qu'on se fait de la politique climatique souhaitable. Je vais vous donner deux versions dans la littérature économique. Alors, première chose, naturellement, vous allez me dire le calcul économique, c'est pas pertinent. Hein. Je suis minoritaire ici, donc mais je vous dirais qu'au niveau des questions, alors je vais quand même vous répondre avant. Alors la thèse, j'appellerais l'intuition écologique, hein, il conduit à sacrifier des intérêts essentiels à des intérêts secondaires. Il conduit à un égoïsme des générations en place éthiquement inacceptable. Enfin, c'est la morale écologique en quelque sorte. Et la raison économique, alors les économistes répondent deux choses. La première, il y a deux arguments. La première, c'est que les poids pour arbitrer entre aujourd'hui et demain sont des poids convenables parce qu'ils reposent sur des taux de transfert effectivement disponibles. Dans ma jeunesse, on disait que le taux d'actualisation pour la France était la productivité marginale du capital. C'est le taux auquel on pouvait transférer de la richesse d'une période sur l'autre, ce que nous disaient les études économétriques en tout cas. Deuxièmement, deuxième argument, qui est le complémentaire qu'on peut jouer, c'est que le calcul économique dit justement qu'il ne fait pas sens de se sacrifier pour des générations futures qui seront beaucoup plus riches que nous, qui seront éventuellement beaucoup plus riches que nous. Alors j'ai développé cette idée. Je reprends cette idée parce qu'elle est l'idée, c'est que le taux d'actualisation, vous regardez un petit peu, il est clair que les générations futures seront, il y a beaucoup de bémols à mettre, beaucoup d'inégalités qu'il y a sur la planète, je suis évidemment
super stylisé. De quoi dépend le bien-être des générations futures? Du taux de croissance de la consommation que j'appelle G. Et puis, si le taux de consommation est élevé, elles seront beaucoup plus riches que nous. Mais ça dépend aussi de ce qu'on appelle techniquement l'élasticité de l'utilité marginale, c'est la mesure de la satiété. Il se peut qu'elles aient beaucoup de consommation, mais qu'elles soient très rassasiées. Alors, c'est peut-être pas la peine de se décarcasser pour elles. Et en fait, le taux d'actualisation que vous devez prendre dans les modèles stylisés vous dit que R est égal à eta G plus delta. Eta, ce coefficient qui mesure la satiété. G, le taux de croissance de la consommation, plus delta, qui est un taux de préférence pur pour le présent. Plus égal par ailleurs, c'est-à-dire qui vaut à peu près 0 si on n'a pas de préférence pour le présent, mais qui vaut 1%, par exemple, si on a une préférence pure pour le présent de 1%. Alors, ces formules, vous allez me dire, ça, je vous les parachute, là, mais elles expliquent pas mal de choses. Elles expliquent pas mal de choses dans les choix individuels. Il y a beaucoup d'études qui mettent à la fois des bémols et montrent malgré tout l'intérêt de cette, comme je suis très sommaire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Soit vous appliquez la raison économique sans état d'âme. C'est ce qu'avait fait Nordhaus dans les modèles DICE, qui ont été très influents sur les discussions politiques climatiques, qui ont beaucoup influencé Lomborg, par exemple. Nordhaus dit, moi oui, je suis d'accord, je suis dans 2 de 2, état vaut 2, G vaut 2, 2% de croissance à long terme, mais delta vaut 2. 2 plus 2 multiplié par 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6, donc on prend comme taux d'actualisation